Bonsoir à tous, bienvenue dans Analyse Hebdo. Aujourd'hui, édition spéciale pour décrypter la crise sociale qui secoue la Guadeloupe depuis plusieurs jours. Avec nous pour en parler, Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonjour Georges. Bonjour, bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV. Nous revenons sur ce conflit social d'ampleur qui a pour point de départ l'obligation vaccinale et le pass sanitaire dans un instant. Georges Calixte, est-ce le contexte politique et juridique de la Guadeloupe qui a créé de tels retards en Outre-mer en matière de vie quotidienne? C'est ce retard qui provoque la colère des manifestants aujourd'hui. La réponse est d'ores et déjà oui, et il faut, pour s'en convaincre, avoir une approche plus historique. Et lorsque nous avons eu la départementalisation en 1946, nos élus se sont beaucoup battus pour ce qu'on appelle l'assimilation législative, mais dans un domaine particulier qui est celui de l'aspect social, en particulier les mêmes aides qui sont attribuées aux familles et aux personnes de l'Hexagone pour que ces aides sociales puissent être également attribuées à l'outre-mer. Ça a été le cheval de bataille au détriment, bien évidemment, d'une stratégie économique. D'autant plus que, deuxième problème, et je répète que nous sommes là après la départementalisation, mais avant la décentralisation, il y a eu une gestion nationale par plan. Il y avait le premier, deuxième, troisième plan, il y avait un commissariat général au plan, et bien évidemment, les plans, lorsqu'ils étaient appliqués en Outre-mer, l'étaient de manière plus disproportionnée par rapport aux besoins, si bien que structurellement, quand arrive la décentralisation en 1981 avec les premières lois de 1982, la Guadeloupe est dans une situation où il y a déjà des déficits à la fois structurels et conjoncturels. Alors vous me direz que la décentralisation était censée rapprocher les centres de décision des citoyens qu'ont fait nos élus. En fait, d'abord nos élus ont trouvé une situation compliquée. Compliquée parce que leur ont été transférés par exemple les routes, les lycées, les collèges, les écoles dans un état qui était catastrophique sur le plan des infrastructures. Et donc, ils ont dû, c'est vrai, s'adapter. Non seulement ils ont dû s'adapter, mais les premières évaluations ont tellement reconnu que la décentralisation n'a pas transféré les moyens financiers forcément associés aux compétences. En fait, nos élus donc ont eu à gérer une situation, mais ils pouvaient, à mon avis, s'adapter. Et qu'a-t-il manqué à nos élus? En fait, me semble-t-il, 4 éléments. Le premier élément, c'est que nos élus, depuis la décentralisation, n'ont pas suffisamment eu la culture de l'évaluation. À savoir qu'il y a eu des projets, il y a eu des plans, il y a eu des cabinets de consultants, mais d'un plan à l'autre, d'un projet à l'autre, il n'y avait pas un bilan suffisamment important fait de ce qui n'avait pas marché précédemment pour aller progressivement vers une amélioration sur la base des difficultés connues antérieurement. Donc, accentuation du décalage entre l'intention affichée par les projets des élus et la réalité ressentie par les citoyens. Premier élément, insuffisance de l'évaluation. Deuxième élément, insuffisance de la mutualisation. Il y a eu, c'est vrai, des initiatives dans le cadre de syndicats très ponctuels, mais il s'avère effectivement qu'il n'y a pas eu une culture de la mutualisation au point que nous avons une intercommunalité parce que la loi de décembre 2010 nous l'a imposé, mais il n'y avait pas une véritable dynamique. Et vous voyez bien que l'intercommunalité commence à porter ses fruits, mais à quel prix? Avec par exemple des conséquences sur l'augmentation des impôts, ce qui génère un mécontentement. Troisième élément, non seulement il y avait l'absence de la mutualisation, mais il y avait incontestablement un accaparement du quotidien. Nos élus ont été en permanence pris par la gestion de ces difficultés, ce qui les a empêchés, par exemple, sur le plan économique, de se projeter suffisamment, et ils ont laissé le système économique dans l'état quasiment où il était, avec les oligopoles, ou alors le fait que la valeur ajoutée guadeloupéenne est à près de 50% à travers les services administrés, on va y revenir, si bien qu'il n'y a pas une véritable stratégie de développement en matière économique, et bien évidemment, les élus, me semble-t-il, et c'est la quatrième cause, sur le plan psychologique,
ont contribué à croire que l'État-providence existait, sauf que depuis maintenant une dizaine d'années, la révision générale des politiques publiques, eh bien, soit qu'il y a eu des restrictions en matière d'aide à la Guadeloupe, soit tout simplement qu'il y a eu des politiques publiques qui ont été menées, des lois qui ont été votées au niveau national, et on le voit à travers la loi sur l'obligation du pass sanitaire. Et ces lois ont malheureusement été trop en inadéquation avec les attentes de la population. Donc, il y a eu au cours de l'histoire plusieurs manifestations qui ont eu des causes différentes. Celle de 67 est en lien avec l'augmentation des salaires des travailleurs du bâtiment, mais était sous-tendue par une idéologie très nationaliste. Le mouvement de 2009 a été sous-tendu par une idéologie que je qualifie de beaucoup plus axée sur la lutte contre la vie chère, mais non pas par la diminution des prix, mais par le fait de toucher 200 € de plus. Et il se trouve qu'actuellement, eh bien, nous ferons un bilan tout à l'heure, mais nous nous retrouvons dans des travers qui, le pass sanitaire, me semble-t-il, n'est qu'un prétexte. Et que quand on voit le cahier de revendications, eh bien on constate que quasiment tous les secteurs de la société sont touchés, mais qu'il y a quand même des thématiques référentes sur lesquelles nous reviendrons. Justement, les accords binaux étaient censés apporter une amélioration. Quel bilan peut-on en tirer aujourd'hui et pouvez-vous rappeler rapidement ce que sont les accords binaux? Les accords binaux ont été signés en mars 2009. Il y avait 165 articles. Et il y a un exercice auquel peuvent se livrer les téléspectateurs d'Éclair TV, c'est de reprendre l'ensemble des accords binaux et d'aller sur le rapport concernant la loi sur l'égalité réelle. L'intérêt, c'est que la loi sur l'égalité réelle fait le point d'un point de vue statistique dans tous les domaines, économiques, éducatifs, culturels. Et on constate qu'entre ceux qui étaient signés au niveau des accords binaux et l'évaluation faite pour la loi égalité réelle, mais les grandes problématiques qui avaient été soulevées, la vie chère, la jeunesse, l'eau qui existait déjà dans ces accords, eh bien, se sont dégradées. Entre les accords binaux et la réalité actuelle, eh bien, la Guadeloupe, c'est maintenant plus de 90 000 personnes qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. C'est également, sous le plan éducatif, 32% des élèves qui en 6e ont du mal à maîtriser la lecture et l'écriture. C'est également 800 élèves qui chaque année sortent du système éducatif et par conséquent n'ont aucune perspective. Et par conséquent, il y a une situation contextuelle qui s'accentue puisque par exemple l'essence qui avait diminué de 43% avec les accords binaux atteint maintenant des taux records. Les 200 € n'ont pas été pérennisés par la loi de mai 2009, l'ODEOM. Ça veut donc dire que ça a été laissé, en tout cas ces 200 € ont été laissés à l'appréciation des patrons. C'est l'accumulation d'un sentiment, d'une part, de ne pas pouvoir se nourrir correctement, de voir des travailleurs pauvres. Donc ce n'est pas seulement un problème de ceux qui sont en deçà du seuil de pauvreté. Il y a de plus en plus de travailleurs, donc les gens ne vivent plus de leur travail. Ajoutez à cela une certaine méfiance qui s'est installée vis-à-vis des élus par le sentiment qu'ils n'ont pas mis en place les stratégies qu'il fallait, ne serait-ce que pour garantir une qualité de vie convenable en matière d'eau, en matière de déchets, de transport, même en matière de système de santé. Et il se trouve que maintenant, nous sommes dans une situation où non seulement les élus sont en difficulté par rapport à l'opinion publique, et on verra quel est le degré d'acceptabilité des candidats vis-à-vis d'eux, puisque dans la plateforme de revendication qui dépasse très largement la problématique de l'obligation sanitaire, il y a des champs de compétences qui les concernent. De même qu'à côté de cette légitimité amenuisée des élus, la gestion de la crise sanitaire à la Guadeloupe n'a pas conforté la parole de l'État qui, à un moment donné, a été hésitante, probablement en raison, si vous voulez, de l'incertitude autour du virus. Mais tout ça fait que la population n'a pas la possibilité, en tout cas, d'avoir un référent immédiat. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y a eu, au fur et à mesure, et nous avons fait l'analyse la dernière fois,
il y a eu au fur et à mesure une évolution pardon, vers une sectorisation. Ça veut dire que quand on voit qui se mobilise, eh d'un côté il y a les pompiers, de notre côté il y a les soignants, il y a les enseignants. Chacun défile côte à côte, mais a un cahier de revendication qui est un cahier de revendication qui est très spécifique. Donc on voit que ce mouvement a du mal à prendre sur le plan de l'ampleur et de la mobilisation, mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens n'ont pas dans leur ressenti cette frustration. La preuve, c'est qu'il n'y a pas de mouvement de contestation contraire. Donc, les gens vivent douloureusement la situation. Mais quand on les interroge dans les micro-trottoirs, ils vous disent que le mouvement, en tout cas, avait sa légitimité. Donc, pas de mobilisation de masse, mais un ressenti général de la population qui favorise la frustration. Et comme dans tout mouvement, il y a une dimension rationnelle et une dimension irrationnelle. C'est exactement ce que l'on a vu en France concernant les Gilets jaunes. Il y avait des Black Blocs à ce niveau-là. Eh bien, la dimension rationnelle, ce sont les revendications que posent les organisations syndicales. La dimension irrationnelle, c'est qu'il y a toujours des acteurs qui profitent de la situation pour en découdre, soit avec les institutions, dont les forces de l'ordre, soit avec d'autres aspects. Mais je vous dis, ce n'est pas spécifique à la Guadeloupe, puisqu'on l'a connu dans la crise des Gilets jaunes, et même voire dans d'autres manifestations de banlieue, il y a toujours eu ce défi par rapport à l'institution. Et face à tout ça, Georges, quelle stratégie peut-on envisager pour sortir de cette crise? Alors, l'avantage de cette crise, c'est d'avoir rappelé qu'il y a deux grandes thématiques qui deviennent incontournables dans le débat actuel. C'est la vie chère. Comment donc ramener la vie à des proportions beaucoup plus en conformité avec le niveau de vie réel de la population. Deuxièmement, celui de la jeunesse. Et il convient dans cette affaire d'avoir une approche systémique. Je vais vous prendre l'exemple de la jeunesse. Il y a le système éducatif, dont on connaît donc ses difficultés, mais nos jeunes que l'on voit sous les barricades, très jeunes pour certains, dont on peut se demander est-ce que les parents ne les ont pas vus partir, eh bien ça pose aussi un problème sociétal lié à la famille, ça pose un problème économique lié au fait que notre secteur productif est en train de se délabrer progressivement et que notre valeur ajoutée, malheureusement, s'appuie trop sur les services marchands et surtout sur les services administrés. L'agriculture et la pêche, actuellement, c'est moins de 3% du produit intérieur brut de la Guadeloupe, les deux combinés. Ça veut donc dire que sur le plan économique, l'appareil productif a été complètement détruit. Enfin, il faut aussi se poser la question sécuritaire, à savoir comment se fait-il que les jeunes ont plus cette propension à utiliser peut-être les stupéfiants ou d'autres problématiques en lien avec la nécessité d'avoir au quotidien de l'argent, alors même que si il y a cette préoccupation quotidienne d'avoir l'argent facile, c'est que dans nos frontières, il y a une entrée incontrôlée de stupéfiants, d'armes ou de produits illicites de toutes sortes. Donc la thématique de la jeunesse interpelle pas moins de 4 systèmes, ce qui permet effectivement d'avoir une approche globale, de même que sur le plan de la vie chère, écoutez, on ne peut pas se poser la question, si on ne pose pas le problème de la fiscalité, l'octroi de mer, si on ne pose pas le problème des oligopoles, les quelques rares puissances qui disposent d'un certain monopole, si on ne pose pas la question de la modification structurelle de l'injection initiale financière à la Guadeloupe, ça ne peut pas être uniquement, en tout cas en grande majorité pour la moitié, le fait des prestations sociales, le fait également des 40% et des fonctionnaires. Donc il y a là toute une problématique à poser. Et je vais terminer en vous disant, et en vous surprenant certainement, je ne pense pas que les élus et l'État doivent être actuellement les seuls interlocuteurs
devant les organisations syndicales. Qui d'autre alors? Alors, il faudrait maintenant commencer à intégrer dans la négociation soit des économistes, des sociologues, des juristes, des politistes et également des acteurs de la société intermédiaire, mais dont les propos ont une certaine portée de crédibilité au niveau de la population. Si on reprend le format de 2009, à savoir l'État, les corps intermédiaires des différentes professions et les élus, on va encore vraisemblablement signer un accord, mais cet accord aura encore moins de crédibilité que les accords binaux et très rapidement, on va se retrouver dans des situations où la population qui a individualisé ses stratégies de protestation, eh bien, va continuer à barrer les rues. Et ce qui risque malheureusement d'arriver, c'est qu'actuellement, compte tenu d'une relative stabilisation des exactions ou alors des excès qui ont été commis sur les différentes barricades, les différents barrages, vraisemblablement que les organisations syndicales vont s'attacher à entrer en grève dans des secteurs essentiels tels que l'essence, l'eau et l'électricité. Donc là maintenant, il y a urgence. Et quand je vous dis il y a urgence, normalement la semaine ne doit pas se terminer s'il n'y a pas une rencontre avec les organisations syndicales, de manière à ce que, compte tenu du fait qu'ils avaient déjà déposé des cahiers de revendications qui n'ont pas été suivis des faits, de manière à ce qu'il puisse y avoir obligatoirement un début de dialogue, me semble-t-il, autour des deux thématiques que sont la jeunesse et la vie chère, dans un format qui intègre à la fois des gens de la société civile et également des gens qui ont réfléchi sur l'économie, la sociologie, le droit, pour pouvoir au moins trouver quelque chose et poser la question. Alors je terminais en disant qu'on dit souvent, oui, mais la Guadeloupe n'a pas de projet. C'est faux. J'ai moi-même d'ailleurs participé à l'élaboration du projet guadeloupéen de société depuis 2012. Cependant, ce projet guadeloupéen de société, quand on le compare aux différents schémas, par exemple le schéma régional de développement économique d'internationalisation, SRDE2I, on constate qu'il y a des décalages importants entre ce que prévoit le schéma et ce que prévoit le projet guadeloupéen de société. Pourquoi? Parce que le schéma, en tout cas le projet guadeloupéen de société, va plus dans le sens d'une remise en cause structurelle de l'économie. Ce que nos élus ne veulent pas, en tout cas, admettre. Et je vois par exemple le débat pour l'octroi de mer qui aurait déjà dû être lancé. Alors c'est vrai, c'est 280 millions qui viennent dans les caisses des collectivités. Mais nous sommes aussi dans le cercle vicieux. Plus il y a de produits importés, plus il y a d'octroi de mer, c'est bon pour les collectivités, mais c'est très mauvais pour l'économie, dans la mesure où ça veut dire que plus on importe, moins sont produits localement. Donc il faut revoir le système économique guadeloupéen et j'espère que dès cette semaine-ci, vraiment, les acteurs se mettent autour d'une table dans le format que j'ai proposé, de manière à pouvoir sortir d'une situation que nous avons tort peut-être de sous-évaluer en disant qu'elle va s'étioler avec le temps. Pas du tout. Il y a un tel degré de frustration, il y a un tel degré de sentiment d'injustice qu'il faut très rapidement trouver des solutions, au moins dans le cadre d'un consensus à minima. Merci Georges pour cette analyse précise de l'actualité. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro d'Analyse Hebdo. Passez une excellente soirée sur Éclair TV. Bonne soirée à tous.